Aujourd'hui, c'est jour de fête au village de Saint-Laurent-de-Cerdan. Sous le regard attentif de Frigoulette, Uréfline termine d'accrocher la grande banderole annonçant la fête de l'espadrille. « C'est quoi une espadrille ?» demande Pilco, son ballon de rugby sous le bras. « C'est un Espagnol en ballerine », annonce fièrement Coquette en s'admirant dans son miroir. Frigoulette se met à rire et invite les lapereaux à venir l'écouter. Ici, en pays catalan, on nomme les espadrilles des bigatanes. Elles chaussent les pieds des bergers et des danseurs de sardanes. « Mais ce ne sont que de simples chaussures alors ?» objecte Flynn en découvrant une belle noisette au pied d'un arbre. « Pas n'importe quelles chaussures. Elles sont uniques, très solides et surtout... » Mais un hurlement s'amplifie dans le village. Aussitôt, tout le monde se précipite vers la maison de Pita, la plus ancienne biche conceptrice de bigatanes catalanes. Au milieu de son atelier, Pita est désespérée. « Mais que se passe-t-il, Pita ?» Le coffre dans lequel se trouvaient toutes les bigatanes pour le club de Casteil a disparu. Remise peu à peu de ses émotions, Pita annonce qu'elle a eu juste le temps de voir deux horribles simiotes s'emparer du coffre avant de partir en ricanant. « C'est qui, les simiotes? Ils sont où? J'en ai pas peur, hein ?» Les simiotes sont des créatures diaboliques qui ressemblent à des singes avec des corps de lion. Ce sont des bêtes féroces et redoutables. Oups! Ah oui, quand même. Sacrée bestiole. Bon, la fête est compromise? Mais j'ai pas peur, hein, quand même. J'ai pas peur. Perché sur l'une des branches du noisetier, Gallic demande le silence avant d'annoncer froidement. Si le coffre comprenant les bigatanes n'est pas retrouvé avant la fin de la journée, la fête sera alors, annulée. Jamais la fête de l'espadrille n'a été annulée. Ce serait la première fois. Frigoulette se met à faire quelques cabrioles pour mieux réfléchir lorsque Lolotte, l'hirondelle, arrive en trombe. Elle passe juste au-dessus de la crête de Gallic, percute plusieurs mouches avant de se poser en catastrophe sur la branche. Essoufflée et en panique, elle annonce qu'elle vient de voir des simiotes traîner un coffre en direction de la tour de Vatère, là où attendait Lascar. Si Lascar réussit à obtenir les bigatanes, l'avenir de l'espadrille catalane sera tout jamais anéanti. Frigoulette réfléchit un instant et d'un bond, il lance à l'assemblée. « J'ai trouvé !»« Si tu veux combattre les simiotes, eh bien, moi, je t'attends ici. »« Non, j'ai pas peur. » Frigoulette demande alors à Fraya de lui préparer une potion d'invisibilité. « Tu penses que les simiotes ou Lascar ne te verront pas? Mais ils ont un bon odorat, ils te sentiront et te transformeront en nouillade. Ce n'est pas pour moi. Je vais leur faire un sacré tour de magie. » Fraya connaît les vertus des plantes et a le savoir pour concocter n'importe quelle potion. « Il me faut des poils d'ours, mais de prince de Moyo, des ongles de pied d'une sorcière de Tresserre et un bouquet de la Saint-Jean que te remettra une encantade des gorges de la Fou. Voilà, Frigoulette. Fais vite. » Mais il est impossible d'aller dans ces trois endroits avant la tombée de la nuit et le temps de prévenir l'aigle Valmy, il sera trop tard. Pita tend alors un paquet à Frigoulette et lorsqu'il l'ouvre, il découvre une magnifique paire de bigatanes en toile aux couleurs chatoyantes et gorgées de soleil. Ces bigatanes appartenaient à mon aïeul, qui les tenait d'un vieux berger, qui les avait lui-même reçues d'une encantade en guise de cadeau. Pita explique alors que ces bigatanes ont été confectionnées dans un atelier secret, selon un procédé ancestral alliant tradition et modernité. Nullement rassuré, Flynn se demande si Frigoulette ira vraiment plus vite avec sa aux pattes. Pita explique alors à l'écureuil que ces espadrilles traditionnelles catalanes auraient des vertus magiques qui ne fonctionneraient que si elles chaussent un être sincère et débrouillard. « Ah bah, elles sont pour moi alors. » Frigoulette chausse alors les espadrilles et à peine a-t-il terminé de ficeler le dernier lacet, les membres du village observent le petit âne qui se soulève lentement du sol. « Mais que m'arrive-t-il? Oh, regardez!
Je vole. Ces bigatanellés te porteront en quelques sauts là où tu dois aller. Fais-en bon usage. Flynn a juste le temps de sauter dans la besace avant que Frigoulette ne donne un petit coup de patte et qu'il exécute un bond de plusieurs mètres. Waouh, c'est mieux qu'à la fête foraine. Ah non, j'ai pas peur. À peine quelques sauts plus tard, Frigoulette se retrouve à l'entrée de la grotte de Jean de l'Ours, à Brasse-de-Moyau. Eh oh, il y a quelqu'un ? Mais personne ne répond, et Frigoulette décide donc d'aller y voir de plus près. Tu es sûr de toi, Frigoulette? Parce que si l'ours fait sa sieste, je n'ai pas très envie de le déranger, tu vois. Ce sera encore plus facile de lui prendre quelques poils. Effectivement, Jean de l'Ours est en boule au fond de la grotte et ronfle aussi fort qu'une machine agricole. Caché derrière un bloc rocheux, Frigoulette invite activement Flynn à aller chercher une touffe de poils à la bête immense qui dort paisiblement. Mais pourquoi moi? Parce que tu es petit, et si l'ours se réveille, il ne te remarquera même pas. Résigné, bougonnant et tremblant de peur, Flynn s'avance doucement, son lance-noisette braqué vers le plantigrade. Il bouge beaucoup. Ne t'inquiète pas, Flynn. J'ai l'impression que Jean de l'Ours est tout simplement en train de rêver. Avec une serpette, Flynn sectionne une bonne touffe de poils avant de brandir l'épi tel un sportif avec son trophée. Je l'ai, Frigoulette, j'ai la touffe de poils. Yahoo! Mais la voix de l'écureuil s'amplifie dans la grotte. Interpellé par l'arrêt spontané de sa sieste, Jean de l'Ours ouvre alors un œil, puis le deuxième, et lorsqu'il aperçoit Flynn s'enfuir à toutes pattes et qu'il remarque qu'une partie de ses poils a disparu, il se met aussitôt sur ses pattes arrière. « Mais que faites-vous ici, voleur de poils ?» hurle-t-il en pourchassant Flynn, qui disparaît dans la besace avant que Frigoulette ne donne un coup de patte dès la sortie de la grotte. Éberlué de voir Frigoulette s'élever dans le ciel, Jean de l'Ours sait que ses proies sont à présent trop loin pour qu'il puisse les pourchasser. « Oh, bah ça alors! Un âne qui vole comme un oiseau? Oh, bah on aura tout vu dans ce monde de fous. Bah je vais me recoucher. » Arrivé aux gorges de la Foux, Frigoulette aperçoit quelques encrantanes au bord de la rivière. Il se pose délicatement sur la berge et après avoir expliqué ce qu'il voulait faire à Lascar, il demande à l'une d'entre elles un bouquet de la Saint-Jean. Ce bouquet garni d'orpins, de noyers, de millepertuis et d'immortels est prodigieux. Il a les vertus de chasser les mauvais sorts et surtout les esprits malins. Voilà, Frigoulette, il est pour toi. Freya en fera bon usage, assure le petit âne en glissant le bouquet au fond de sa besace. Il suffit à Frigoulette de seulement quelques minutes pour qu'il atteigne le village de Tresserre, où le calme qui y règne n'est pas du tout en adéquation avec les broutches qui y habitent. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde ici. Les sorcières doivent être à leur fête annuelle, là-haut, au loin, en Bretagne, dans le pays bigoudin. Je te signale, Flynn, que ce n'est pas du tout la saison, termine par annoncer Frigoulette lorsqu'il aperçoit une broutche perchée sur le toit de l'une des bâtisses du village. Très surprise de voir arriver un âne venu du ciel, la sorcière s'agace aussitôt et demande « Que viens-tu faire ici? Tu n'es pas du village. Que veux-tu » ? « Je viens te prévenir que la pleine lune va bientôt apparaître. » Instantanément, la sorcière examine le ciel persuadée que la nuit va bientôt tomber. « Quelle pleine lune? Tu racontes n'importe quoi. Il fait encore jour. » Concentrée à observer les nuages, la vilaine sorcière ne s'aperçoit pas immédiatement que Flynn, le plus discrètement possible, est en train de découper quelques bouts d'ongles noirs de ses pieds, ridés, garnis de pustules et à l'odeur de roquefort périmé. Tu radotes, petit âne. Il n'y a pas de pleine lune aujourd'hui. Mais il fait quoi, le rongeur, avec mes pieds? Flynn se précipite dans la besace et évite in extremis le crachat vert et gluant de la sorcière qui perce un trou à travers les tuiles du toit. Agacé d'avoir perdu une partie de ses ongles de pied, la broutche vocifère auprès de Frigoulette qui, en quelques bonds, se retrouve déjà bien loin de Tresserre. « Mes ongles? Mais rendez-moi mes ongles! Au voleur! Au voleur !» De retour au village, il ne faut à Freya que quelques minutes pour concocter une potion d'invisibilité. « Voilà la fiole, Frigoulette.
Une ou deux gouttes devraient suffire à faire disparaître les bigatanes. Pour montrer aux autres l'efficacité de sa mixture, Freya dépose alors une petite goutte sur le ballon de Pilko, avant qu'il ne disparaisse comme par enchantement. Mais c'est mon ballon. Mon ballon de rugby a disparu. Ne crains rien, j'ai l'antidote pour qu'il réapparaisse, assure Freya en déposant une goutte de remède à l'endroit où se trouvait le ballon. Rassuré de le revoir, Pilko saisit alors son ballon avant de disparaître, caché derrière un arbre. Un ballon de rugby, c'est sacré. Quelques bonds plus tard, Frigoulette et Fline se retrouvent aux abords de la tour de Bataire, à la limite du Val-Espire et du Conflent, là où se cacherait Lascar le loup. Dissimulés derrière un bosquet de romarins, ils observent les Simiotes qui échangent le coffre avec le loup. « Je vais pouvoir revendre ces espadrilles à un bon prix. »« Et nous, on va pouvoir faire la fête !» enchaînent les Simiotes en découvrant le sac rempli de rousquilles, de bougnettes et de croquants de Saint-Paul que leur a remis ce voleur de Lascar. Les Simiotes disparaissent dans la nature avant que le loup n'entame le chemin qui mène à sa demeure. Surpris de voir subitement arriver Frigoulette du ciel, il s'exclame effrayé. « Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Mais que fais-tu ici ?»« Je me promène. Et toi, qu'as-tu dans ton coffre ?» Sur la défensive, Lascar méfiant annonce que son coffre ne contient que de vieilles espadrilles qu'il va tenter de vendre au marché. « Je suis prêt à t'en acheter une paire, si bien sûr tu me les proposes à bon prix. » Ravi par cette première vente, Lascar indique à Frigoulette qu'il peut choisir la paire qu'il souhaite, le temps qu'il se rafraîchisse à une fontaine toute proche. Un peu à l'écart, Frigoulette ouvre le coffre et constate avec joie que les bigatanes sont bien là. Le temps à Fline de faire diversion, le petit âne ouvre la fiole d'invisibilité et dépose quelques gouttes sur le contenu du coffre. Plus vite qu'un souffle de tramontane, les bigatanes disparaissent, laissant apparaître le fond du coffre. « Mais il est vide ton coffre !» Attentif à observer le lance-noisette que Fline lui présente, Lascar s'exclame en bondissant au-dessus du coffre grand ouvert. « Comment ça, il est vide? Tu dis n'importe quoi !»« Constate par toi-même !» Désespéré, larmoyant de tristesse, Lascar assure qu'il a été trompé par les Simiotes. Dépité, il ne compte pas en rester là. « Je retourne à la tour de Bataire. Ces satanées bestioles vont entendre parler de moi. »« Et tu fais quoi du coffre ?»« Je me fiche d'un coffre vide. Fais-en ce que tu veux. » Sans attendre, Frigoulette soulève le coffre avant de le poser sur son dos et de donner un grand coup de bigatane magique. Sortant sa petite tête de la besace, Fline dans les airs s'égosille en direction du loup qui, déterminé, veut en découdre avec les Simiotes. « Prends ton temps, Lascar. On est tellement plus léger avec 10 bigatanes aux pieds. » En quelques bonds, Frigoulette et Fline sont de retour au village avant la tombée de la nuit. Il suffit de quelques gouttes d'antidote pour que les bigatanes réapparaissent. Le soulagement de tous les membres du village s'exprime par des bravos, des hurrahs, des vives frigoulettes. La fête peut enfin démarrer. Ah, quand même, je commençais à avoir faim, déclare Gallic, toujours perché sur sa branche, heureux toutefois que les mouches soient à présent autour des pâtisseries qui garnissent la table du banquet. Et dans la soirée, après avoir dégusté toutes les bonnes victuailles catalanes, les Castellers ont pu construire au rythme d'une toque de Castell un castel de 10 étages où Frigoulette s'est ensuite posée au sommet pour être une nouvelle fois acclamée par la foule. Merci, merci beaucoup. Oh, merci, merci. Je n'ai jamais eu peur ni de Simiote ni de Lascar. Autour du banquet, Carofoc et Cobla comblèrent l'ambiance festive de la fête. Crème catalane, galettes aux fruits, bougnettes et bien sûr rousquilles furent bien dégustées. Et on dansa la sardane jusqu'à très tard dans la nuit.